c'est pas vraiment une question, mais j'ai une autre J'ai une autre vision de mai 68, même si je ne suis pas de 48, je suis juste après. Mais j'ai pas vu 68 comme ça, dans le sens où le mouvement ouvrier, pour moi, n'est pas aussi porteur. J'ai vu quoi? J'ai vu au bout de 3 jours, il n'y avait plus un gramme d'essence, donc on ne roulait plus. Dans les petits villages de ville moyenne, il n'y avait plus rien à bouffer parce que tout le monde s'était précipité sur le sucre, la farine, j'en passe et le meilleur. Par conséquent, au bout de 7 jours, avec la grève des trains, des camionneurs qui passaient plus, il y a eu faire tourner l'usine. Je me souviens aussi de comités de soutien aux ouvriers qui se faisaient gîter des usines, qui en ont parlé un petit peu, notamment les Maurice, qui se sont fait littéralement la première semaine gîter des entreprises. J'ai vu une grande méfiance des syndicats d'époque, j'étais en tête vis-à-vis du mai-68, qui ont effectivement négocié en Grenelle ce qu'ils ont obtenu, c'est-à-dire une semaine de congé payé supplémentaire, la semaine des 39 heures, je crois, et 10% en relation de SMIC. Une fois qu'ils ont obtenu ça, terminé, le soutien, il n'y a pas eu d'autres soutiens. Donc, j'ai pas tout à fait cette même analyse. Après, tu les as vus, les ouvriers, parce que vous les avez vus, les ouvriers, parce que s'il n'y avait plus personne pour faire tourner les trains, s'il n'y avait plus personne pour amener l'essence, s'il n'y avait plus personne pour la produire, ça veut dire qu'il y avait quand même à un moment donné des grévistes. Tu sais très bien que pour le pays, il n'y a pas besoin de mettre 2 millions d'ouvriers en grève. Ah mais là il y en avait 9 millions, donc forcément. Non, je suis d'accord, mais c'est avec 9 millions d'ouvriers, de personnes en grève, ça aide encore plus. Si tu es en grève, vous ne pouvez plus travailler. Là, il y a quand même... Alors, la relation des maoïstes de service de l'époque avec le monde agricole, on a dit, je ne sais pas, ça s'est peut-être un petit peu passé dans certains coins, mais en tout cas, pas dans la campagne française. Parce que les Français regardaient à la télévision ce qui se passait, pas les Français moyens, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait à Paris, cette chienne qui se débarrassait, etc. Enfin bon. Non, mais je pense que c'est justement ce qui est intéressant avec 68, c'est que il y a un discours dominant qui présente. Oui, ce qui est intéressant avec 68, c'est que c'est un phénomène ambigu, dans le sens qu'il est vécu différemment selon de quel point de vue on se place. Et c'est vrai que par rapport à la vie, par exemple, des campagnes, c'est sûr que au moment T de l'événement, c'est pas forcément là où tu as la plus grosse impact. Mais c'est justement, ça vient après peut-être pour les campagnes, parce que justement il y aura l'Espérance du Larzac qui sera fondatrice. Voilà, il y aura aussi le travail qui sera fait justement par diverses associations, une refonte complètement du monde rural dans les années qui vont suivre 68. C'est-à-dire que, par exemple, pour beaucoup de choses, et aussi pour l'évolution aussi de la sociologie des campagnes, les campagnes avant 68, disons avant le pic des 30 Glorieuses, c'est pas les mêmes campagnes qui vont être après dans les années 60, la fin des années 70 ou 80. Il y aura un bouleversement énorme de la société rurale en France, et surtout il y aura le démantèlement de certaines choses qui faisaient l'identité des campagnes à cette époque-là. Ça n'a rien à voir. Oui, non, mais c'est pas. Ça n'a rien à voir avec son... Ah non, mais je dis pas le contraire. Je dis que la transformation s'accompagne justement. Ah non, mais c'est tout à fait autre chose. Non, mais c'est quelque chose sur le long terme. De toute façon, c'est des phénomènes qui sont pris dans le long terme. Mais justement, par rapport, par exemple, tu vois sur la question. C'est un plan d'action de gouvernement. Ah oui, les campagnes. Oui, mais par exemple, la transformation et la contestation. 45-46. Oui, non, mais la contestation, par exemple, au sein des gros syndicats agricoles dans les années 70 ou 80, avec justement l'apparition de nouvelles formes qui sont opposées aux gros syndicats agricoles. Par exemple, je pense dans le sud-ouest, il y a la Confédération paysanne, mais aussi la création et la coordination rurale de nouveaux modes. C'est lié aussi à une transformation du monde rural que tu ne pouvais pas imaginer avant 68. Non, mais heureusement pour moi d'ailleurs. Ah ben oui, je ne pas le contraire. Parce que la situation du paysan français en 1939 encore, c'est rude. Fiable, hein. Je suis d'accord. Et même la situation du paysan français en 68 dans certaines zones, elle a guère évolué par rapport, par exemple, à l'accès à certaines choses, l'électricité dans certaines campagnes, c'était pas évident, quoi. Ou les fermes qui étaient vraiment isolées,
c'était quand même rude, quoi. Surtout dans les régions, nous on connaît un peu plus du côté de Toulouse parce qu'on est très implanté dans les régions comme l'Ariège ou les Hautes-Pyrénées. Les situations elles étaient rudes, quoi. C'était pas l'agriculture intensive de la Beauce, quoi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai juste une question à poser en tant que femme. Je me demande s'il n'y avait pas eu mai 68, comment vous dirais-je, s'il y aurait eu la loi de Veil, la contraception, les plannings familiales. Je parle en tant que femme. Voilà, c'est une question pas politique, c'est une question sociétale. La femme a pu se prendre en main. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu mai 68? Est-ce que on n'a pas encouragé ça un petit peu? Il faut voir ce qui en a été fait aussi. Vous m'entendez avec le micro. Sur la question de la femme, on a une perception un peu biaisée. Dans les 68 a très largement contribué à la déformer, cette perception, parce qu'un des acteurs majeurs, pas du mouvement 68, c'est dans les répliques qui ont suivi 68, c'est la naissance du MLF, du mouvement de la libération de la femme. Et le MLF va faire voler en éclats en fait le militantisme marxiste-léniniste, parce que subitement les femmes disent bon très bien, vous êtes obsédés par les prolétaires, messieurs intellectuels, mais la femme de l'intellectuel fait cuire le steak comme la femme de l'ouvrier, quoi. Et ça va très largement faire voler en éclats une forme de militantisme qui était un militantisme qu'on pourrait dire sacrificiel. La classe bourgeoise, en tout cas les fils de la bourgeoisie, les normaliens, pensaient porter une révolution. Donc ça va jouer un rôle central. Mais il faut bien se rappeler une chose, que le statut de la femme a eu à subir les foudres de la République et de la Révolution. Si vous vous intéressez au sort de la femme sous l'Ancien Régime, alors évidemment on a surtout une perception de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie, mais la place de la femme à partir du XVe siècle est assurée en France. Pour m'être intéressé au sujet, au XVIIe siècle, vous avez beaucoup d'auteurs précieux, masculins entre autres, qui disent que la femme est reine de France, en tout cas elle est reine dans les salons de la bourgeoisie, et reine de la cour. Et dans une société de cour, la place de la femme est éminente. Vient là-dessus la Révolution et le Code Napoléon, qui va en effet faire rétropédaler les libertés féminines. Là, je m'éloigne un peu du sujet. Mais c'est vrai que 68 en 69-70, la naissance du MLF va complètement modifier et réorienter la Révolution. Ça va opérer un basculement qui me semble très très contestable. C'est-à-dire qu'on va évacuer et liquider la question sociale. La question sociale va disparaître au profit de la question sociétale. Donc on va passer en réalité d'un agenda qui est guidé par des questions de l'égalité salariale, à un agenda qui va être commandé par la parité. Donc en effet, ça va être assez important cette question du féminisme. Mais il ne faudrait pas que je prends bien soin de distinguer la femme de la féministe. Il faudrait quand même qu'on ait conscience que les féministes sont en train de nous faire croire que vous êtes victime de la domination masculine depuis Lucie, depuis la nuit des temps. En réalité, non, les choses ne se présentent pas sous cette forme-là. Mais cela étant, pour vous répondre, il faut situer les choses. En 70, quand est créé la MLF, ça va totalement hystériser le mouvement militant. Parce que ça va complètement modifier les conditions de perception du social. C'est que les femmes vont mettre sur la table leur vécu de femme. Le vécu était interdit, était proscrit. On avait affaire à des moines soldats. Je parle des militants engagés, marxistes-léninistes et des Mao. Et il va subitement arriver un phénomène totalement nouveau, c'est-à-dire la psychologisation de la révolution. Ils vont devoir s'y soumettre et s'y rallier. Donc moi je suis très réservé sur ce que les femmes doivent à 68. Je porte un regard assez critique sur la manière dont les féministes vont, et les écologistes. C'est la seule nuance que j'apporte par rapport les deux nuances. La première que tu as pointée, Gérald, c'est que la jonction entre les ouvriers et les étudiants a échoué. Elle a échoué d'emblée. Les syndicats et les ouvriers se sont solidarisés des premières violences policières contre les étudiants, mais après c'était deux univers qui n'ont rien à voir. Mais les deux thèmes, il y en a un des deux qui n'est pas inintéressant, c'est l'écologie que tu as pointé du doigt. Les deux nouveautés du mouvement, c'est le féminisme et l'écologie. Et à eux deux, ils vont complètement changer la perception dont on concevait le militantisme. C'est-à-dire que vraiment, on sait que la révolution marxiste est derrière nous.
On sait que c'est là que les Mao dont on parlait seront la voiture balai d'une révolution qui n'a pas eu lieu. En tout cas, d'une révolution qui a avorté, parce qu'une nouvelle révolution est en train de voir le jour. C'est la révolution du désir, c'est la révolution du narcissisme, qui est très largement portée par le courant féministe. Donc je pense qu'il faut emporter... Vous êtes féministe par rapport à un moment, par exemple, qui a eu 6 enfants. Bon, elle n'avait pas la maîtrise des naissances, ma génération à moi. Nous avons pu avoir accès à la maîtrise des naissances et donc quand même, c'est quand même important. Oui, mais simplement, il y a des conséquences qui sont très lourdes. C'est l'éclatement de la structure familiale. C'est qu'après, il y a des dégâts considérables qui se présentent. C'est des parents... Il y a un point d'équilibre qu'on n'arrive jamais à trouver. Moi, je me répète, j'ai fait au brise-glace une charge sur 68 pour me concentrer sur 2 phénomènes. La liquidation de la question ouvrière. Le grand paradoxe, c'est que c'est la plus grande grève ouvrière qui va déboucher sur la périphérisation 30 à 40 ans à l'avance des classes populaires, qui vont progressivement s'éloigner à la fois de l'agenda politique et des centres-villes. Je me suis concentré là-dessus et j'ai bien conscience que c'est un brise-glace qui écarte la complexité et la polysémie de 68. Et il y a une polysémie de 68. Mais pour autant, ce point d'équilibre, on n'arrive pas à le trouver. Et je préfère un monde en couleur à un monde en noir et blanc. C'est indiscutablement. Et du reste, j'en suis le sous-produit, moi, de ce monde en couleur. Donc les vieux monsieur à redingote qui ont conduit des générations de soldats à la boucherie en 14, il faut en faire le procès, certes, mais c'est pas pour déboucher sur l'évacuation et la liquidation de la figure du père. Disons que par rapport à ça, je pense que maintenant, avec justement le changement de génération, ces questions-là vont se reposer différemment. Et c'est vrai que par rapport à ça, toutes ces ambiguïtés de 68, elles font partie, disons, d'un bilan qu'on peut liquider comme on a vu ce soir, mais c'est surtout l'occasion aussi de s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement comme alternative à ça. Parce que c'est sûr qu'il y a eu, après, par exemple, je pense au féminisme, il a été récupéré par le système et il a été utilisé de façon mercantile, il est devenu un argument pour la consommation de masse, ça on peut le dire. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut proposer à ce moment-là contre ça, et surtout en préservant l'idée justement qu'il faut redonner un équilibre à la société et une certaine justice au sein de la société et qu'on doit, pour qu'elle soit harmonieuse, viser à l'intégration de tous dans cette société. Simplement, je veux pas que le féminisme nous monopolise la question de 68, mais ça va avoir des conséquences considérables comme cette question du MLF et de la libération de la femme, parce que ça va être une condamnation sans nuance de la maternité. C'est la conviction que la femme n'est pas une femme, que c'est une prison, le corps de la femme. Du reste, beaucoup, Antoinette Fouque, qui était une féministe également, elle va essayer de se rapproprier de son corps de femme. C'est-à-dire qu'un corps de femme, c'est aussi une femme qui porte un enfant et qui accouche. Mais les premières féministes avaient une vision radicale contre la maternité. Il y avait une espèce de nihilisme radical dans ce féminisme-là. Ça va nous conduire, ce féminisme-là va nous conduire à la théorie du genre qui va se diffuser mondialement à partir des campus américains 30 à 40 ans plus tard, mais sur les mêmes bases. C'est que l'idée que je dois me libérer de cette prison du corps, de mon enveloppe charnelle. Je ne suis pas conçu pour mettre au monde. Et parallèlement à ça, ces combats des minoritaires ont leur propre logique. C'est que non seulement donc la femme ne doit pas mettre d'enfant au monde, puisqu'elle doit vivre libre, vivre sa sexualité librement. Donc c'est porté par une logique malthusienne. Les logiques malthusiennes sont Ouais, c'est vrai. Et puis les féministes américaines l'avaient dit même fin 19e, l'avaient dit, les suffragettes l'avaient dit, tout ça. Où voulais-je en venir sur la question Et simplement, oui, c'est logique des minoritaires. C'est que si vous ne faites pas d'enfants, il faut quand même avoir des bras pour payer les retraites, pour faire tourner les usines. Donc c'est l'immigration qui prend le relais. Mais bon, elle ne tenait pas tout ce discours. Après, tu as une forme de nihilisme. Alors, il y a tellement de choses à dire, je ne sais plus par où commencer, mais pour en reprendre l'idée de ce féminisme, c'est peut-être parce que la femme n'a jamais eu de place pendant des siècles, qu'elle a été tellement opprimée, que chaque fois quand il y a une oppression plus forte, il y a des excès.
Et effectivement, ce que vous disiez à propos des enfants, etc., c'est connecté. Alors, actuellement, effectivement, le questionnement se fait, c'est le positionnement du père, du rôle du père, de la mère. Le père souvent absent, l'homme qui ne sait pas trouver sa place, parce qu'il est déstabilisé par la nouvelle vision de la femme. Ce sont des questionnements. Mais les excès sont dus toujours aux oppressions. Et ne serait-ce que du point de vue linguistique, c'est toujours le masculin qui l'emporte. Quand est-ce que la femme a eu le droit de l'homme, le droit de vote? Le droit de vote, il n'y a pas très longtemps non plus. Regardez à diplôme égal et les salaires ne sont pas les mêmes. Entre l'homme et la femme. Je conteste formellement tout ça, mais Ah oui. oui, les salaires sont absolument identiques. Ah oui, je peux vous répondre. Enfin, je laisse finir. Voilà. Pardon. Donc, d'une part. Alors, d'autre part, moi, quand je suis venue ici, je me suis posé la question de l'héritage de 68. Et je pense que 68 aussi, alors vous avez parlé de période de glisse, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en même temps, c'était un immense espoir, et quand il y a des espoirs, là aussi, il y a une utopie qui se met en place. Mais il y a quand même un héritage culturel, un héritage où il y a une liberté de penser, liberté de critiquer, liberté de réfléchir, liberté dans les mœurs, liberté culturelle aussi. C'est tout ça que nous a apporté 68. 68, je dirais, c'était une porte ouverte. Une porte ouverte contre l'ancien monde où il fallait obéir à des règles assez stupides, un petit peu outrancières également. Et 68 a permis d'ouvrir cette porte, de permettre un autre possible. Notre façon d'autres mœurs, d'autres façons de voir les choses et d'autres questionnements. Au moins une possibilité de se questionner. Et c'est dans ça que 68 c'est quand même une réussite parce qu'on a eu la possibilité de se questionner, de réfléchir, j'ai envie de répondre parce que Et le questionnement doit se faire à notre époque, parce que j'en discutais tout à l'heure. Ce qui est regrettable, c'est qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fatalité qui pèse sur les gens. Les gens ne se révoltent pas, ils acceptent tout. Les gens deviennent de plus en plus individualistes et s'enferment dans des... c'est pas les jeux du cirque, mais c'est dans le compteur, c'est pas c'est ceci, cela. Parce que pendant ce temps, on ne réfléchit pas et on ne se solidarise pas, on n'a pas la notion de citoyen, on n'a pas la notion de classe dans la société et de rôle que l'on peut avoir dans la société. Vous Et évoquez... je le vois notamment dans la nouvelle génération, les enfants qui nous arrivent, la génération qui nous arrive. Alors, vous évoquez beaucoup de sujets, donc c'est difficile de répondre à tous les points que vous avez soulevés. Moi, je me concentre sur la vision que vous avez de la femme. Vous êtes victime d'un révisionnisme historique qui vous fait croire que la domination masculine vous a étouffé pendant des millénaires. Il y a un élément qui est toujours négligé par les féministes, c'est la révolution mécanique. Vous savez, dans des sociétés pré-mécaniques, dans les sociétés pré-industrielles, il est évident que la force physique de l'homme lui assurait une prédominance anthropologique. Et cette prédominance, elle a été partagée, elle a été copartagée. La femme, en tout cas dans les sociétés paysannes, dominait un espace domestique, c'est-à-dire la cour, c'est-à-dire les animaux domestiques, les proches, et l'intérieur. Je vous recommande un auteur que j'aime passionnément, étant un néo-bourguignon enraciné, qui est Vincenot, bien sûr. Vincenot, on parle magnifiquement du statut de l'homme et de la femme dans la société archaïque. Rassurez-vous, on ne vous battait pas. L'homme, ce qui me frappe dans ce discours féministe, c'est que vous négligez toujours que nous sommes les fils de nos grands-mères, de nos mères, les frères de nos sœurs, et surtout les époux de nos épouses, et accessoirement les pères de nos filles. Donc n'allez pas vous imaginer que nous vous maltraitons depuis la nuit des temps. Ça, c'est une illusion d'optique que les féministes nous ont fait croire, parce qu'il y a au fin fond des féministes radicaux, il y a une haine de la génitalité. Il y a une haine du sexe génital, c'est-à-dire de la différenciation sexuelle. Et c'est ça qu'elles ont voulu subsumer, c'est ça qu'elles ont voulu dépasser dans la théorie du genre. Ça apparaît de manière assez claire. Et vraiment, moi, je prends toujours soin, dès que j'en ai l'occasion, c'est vraiment à pondérer cette idée de domination masculine. En tout cas, pour le cas français, je parle du cas français,
Elle procède énormément de la République, qui avait une terreur d'une femme présumée plutôt cléricale, donc qui a veillé, la troisième a veillé à repousser le plus loin possible le vote des femmes. Pour autant, de fait, les femmes ont voté, même dans le cadre du sens, après les hommes, donc je vous le concède. Mais un des effets de 68 qui nous induit en erreur, c'est de nous faire croire que le combat est là. Le combat n'est pas là. La Révolution a libéré d'autres gens que les femmes. Elle a libéré des ouvriers, des paysans, etc. Elle a permis d'accéder à l'accession à la propriété. Donc il faut vraiment très largement nuancer cette vision de la domination masculine. Et l'autre point, après je passe à Alexandre le micro, vous évoquiez la question de l'égoïsme. Mais alors c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le MLF. Le MLF et le féminisme radical dans les années 60, 70, a introduit la question individuelle. C'est-à-dire c'est les prolégomènes, le prélude de l'individualisme. Donc c'était le sujet de mon intervention, mais il y a un chapitre que je n'ai pas abordé, c'est l'éruption du MLF ou du phare de Hockenheim sur le Front de libération homosexuelle. C'est que tout d'un coup, ils ont mis l'individu sur la table, et non plus la classe sociale. Le vécu individuel, l'expérience. Le minoritaire a mis son expérience, son vécu individuel. Donc il était évident que c'était, on passait d'un mode sacrificiel, c'était ça l'engagement, puisqu'on s'engageait pour quelque chose qui était plus grand que nous. Et désormais, on va s'engager pour ce que nous sommes, en tant que victime. Donc l'égoïsme, les préludes de cet égoïsme que vous pointez du doigt, ironiquement, moi je reviens à la ruse de la raison de Hegel, a été très largement encouragé par les nouvelles formes de militantisme qui ont été introduites par les militants homosexuels, les militants féministes. Pour autant, j'aime bien Antoinette Fouque, et vous avez constaté que j'ai une vénération pour Hockenheim, parce que c'est un immense auteur. Mais il faut quand même rappeler qu'ils ont très largement contribué à saper les bases de l'Ancien Monde. Et sapant les bases de l'Ancien Monde, il y a eu un appel d'air terrible dans lequel les sociétés individualistes se sont engagées. Disons que par rapport à ça, c'est vrai que c'est difficile. C'est assez difficile justement de se resituer, mais ce que je retiens de l'intervention de Madame, c'est surtout cette idée qu'il ne faut pas se résigner. Et c'est vrai que l'héritage de mai 68 pour moi, c'est justement cette idée que au-delà de l'individualisme, justement, on peut faire une action collective au niveau national et justement incarner quelque chose, la cause du peuple, quoi. Et c'est vrai que cet événement est, pour moi, est porteur de beaucoup de choses, parce que je suis partisan d'une certaine forme de populisme justement par rapport à ça, et c'est vrai que moi ça me parle de cette idée où on peut réunir des gens de diverses conditions autour d'un projet d'émancipation et surtout de refondation de la France, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais il faut se rappeler que le mouvement populiste en 68, il n'est pas porté par les féministes. Parce qu'il y a un populisme en 68. Oui, il faut savoir que les marxistes-léninistes, en tout cas les maoïstes, certains maoïstes, en tout cas ceux qui vont aller en établi, alors sur un malentendu, au fond, presque sur le mode des prêtres ouvriers, ça va finir très mal. Parce que rappelez-vous le témoignage de Linhart et de Normalien, qui était enfermé dans un mutisme complet après expérience en établi de 2 à 3 ans, parce qu'il a pris très à cœur ça. Et le bouquin de sa fille, sur les parents 68 ce qui est grandiose, le bouquin de sa fille, parce que c'est le procès d'un orphelin, en fait, qui a eu des parents fantomatiques, parce qu'ils se sont investis dans l'engagement. Mais le populisme, en 68, il y a des Mao qui étaient des populistes, qui se déclaraient comme populistes. Mais ça, justement, les nouvelles formes de militantisme, ce qu'on appelait les nouveaux mouvements sociaux, qui se réclamaient de la French Story, de Michel Foucault et de ce genre de personnages-là, ont complètement débarrassé le terrain de ces formes de militantisme. Oui, mais justement parce que peut-être, comme tu disais, c'est ça le choc entre les deux populismes, le populisme authentiquement porteur. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que les 68ards l'ont liquidé, ce populisme-là. Oui, mais disons qu'à un moment donné, après c'est toute l'ambiguïté de la chose, c'est-à-dire que les 68ards, en renonçant à ça, l'ont liquidé. Justement parce qu'il y a une trahison de ce message, disons, et peut-être, je pense que le MLF a peut-être contribué à encore plus semer la confusion et à justement être utile pour mettre en avant quelque chose qui s'est vraiment réalisé par rapport justement à tout l'aspect des mœurs, l'évolution des mœurs. Mais par rapport à ça, je pense que le populisme maoïste a été abandonné par les maoïstes dès qu'ils ont vu qu'ils pouvaient s'intégrer dans le système. Et c'est justement tout, tu vois, par exemple, tu prends Libération, tu vois les unes de Libération au début, c'est quand même, c'est limite... je pense que c'est un appel populiste qui est caricatural, mais ça pourrait faire penser à Père Duquesne ou des choses comme ça, quoi.
Ça Il y va a très de ça, loin. il y a de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Ouais. Mais tout ça pour dire que moi, je veux pas que vous pensiez que ma vision est trop systématique. Hein. Il y a un bouquin formidable, je confonds toujours les prénoms avec les Rollins. Je sais plus si c'est Olivier. Mais celui qui a écrit Tigre en papier, qui est un livre magnifique sur l'expérience de la gauche prolétarienne, donc ils vont aller en établi, qui vont arriver à la frontière du terrorisme, mais qui vont pas y aller. Ça finit assez mal pour eux, parce que ce sont des normaliens. C'est des normaliens qui, comme les prêtres ouvriers, c'est le même choc entre le prêtre ouvrier et l'ouvrier de Billancourt, Renault, dans la fin des années 30. Hein. C'est que ça ne peut pas prendre, hein, parce que c'est deux univers culturels il n'y a pas d'atome crochu. Et pour répondre à une autre de vos questions, il y a le bouquin de Jean-Pierre Le Goff. Vous savez comment il a appelé Jean-Pierre Le Goff son bouquin sur 68 ? Un héritage impossible. Hein. Il ne pousse pas assez loin, me semble-t-il, de la définition. C'est qu'est-ce qu'un mouvement qui a fait une condamnation sans appel, hein, sans équivoque de l'héritage, de la transmission, peut transmettre. Hein. Et il n'a rien à transmettre par définition, puisque la transmission, c'était ce sur quoi, la liquidation de la transmission, c'était ce sur quoi il se fondait. Donc par définition, ce mouvement-là ne peut rien transmettre. Hein. D'où la problématique du nihilisme, alors qui nous amènera très très loin, mais il ne peut pas transmettre. Il ne peut pas transmettre pour des questions de logique, hein, formelles. Hein. Après, c'est vrai qu'en 68, tu as deux ruptures, dans le sens que je finis juste sur ça, justement sur la transmission, tu vois. Un truc qui est quand même très fort après, que tu vois se mettre en place justement à la fin des années 70, c'est quand même qu'il y a une marginalisation de certaines personnes qui ont fait mai 68 ou qui ont été des acteurs, ou qui vont les conduire très très loin. Dans le sens qu'il y en a qui vont finir en asile, pour certains, d'autres vont suicider, d'autres vont sombrer dans le banditisme et la marginalisation, la drogue, et tu vois qu'il y a quand même, à un moment donné, un désespoir, justement, par avoir vécu une charge émotionnelle peut-être trop forte pour supporter pour certaines personnes, mais il y a quand même un passage à vide énorme, quoi, une décompression totale, un trou d'air, et tu vois que justement, la montée a été très rapide, et trop rapide même. Et donc, et justement, ceux qui vont en bénéficier de les 68, ceux qui vont se recycler dans les années 80, dans l'humanitaire, dans la gauche bien pensante, eux, ils ne vont pas du tout souffrir de ce trou d'air. Au contraire, ils vont s'en servir pour remonter plus encore plus haut. Donc, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier non plus. Il y avait une question de... Deux questions, je crois. Peut-être. Pardon. Je lui amène. On peut admettre d'un certain point de vue que mai 68 il y a des ports pour améliorer le sort des femmes. Moi, je pense en particulier à un petit détail, par exemple, on pouvait enfin ouvrir un compte bancaire à son nom propre. Bon. Mais pour ce qui concerne la maîtrise des naissances, il ne faut pas oublier que, je pense particulièrement à Madame Evelyne Sulro, qui était une grande féministe devant l'Éternel, qui à de nombreuses reprises a expliqué qu'elle s'était écartée de ses camarades de l'hystérique parce qu'elle avait envisagé la maîtrise des naissances sous l'angle de la maternité heureuse. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire dégoûter les femmes de devenir mères et leur donner en tout cas justement cette fameuse haine de leur corps. Et donc, elle disait la maternité heureuse, mais ça devait s'accompagner. Alors, elle l'avait beaucoup envisagé sous l'angle de la contraception, et ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'a pas du tout envisagé la maîtrise des naissances sous d'autres manières de l'aborder, mais admettons, parlons de la contraception, elle disait bien qu'il fallait à côté responsabiliser et la mère et le père, et que tout ça devait s'inscrire dans le souhait de l'amour de la famille et de développer ce goût pour la famille. Bon, on sait comment tout ça a dérivé, et je préfère même pas aborder le thème de l'avortement, qui n'est en rien la méthode de contraception, et qui est pourtant ce qui est détenu d'un certain point de vue. Et dans le préambule de Madame Veil, il me semble, dans le préambule légal, il était également exprimé que ce devait être sous la forme d'une responsabilisation, que les gens devaient quand même agir en connaissance de cause et en ayant bien pesé le pour et le contre. Bien sûr. Ouais. On a même créé. Il faut. Non, parce que moi je suis d'accord. Donc, on va avoir une question encore. Je ne sais pas sur le féminisme. Mais... Non, mais vas-y. Une question un petit peu plus terre à terre. On a senti
si en 2018, alors je vais prendre l'exemple de féminisme, mais si une femme se balade tenue devant une manifestation, elle va tout de suite avoir un soutien du pouvoir médiatique qui va réconforter ses idées et vouloir distiller dans l'opinion publique donc le fait qu'elle a raison, qu'elle est dans le bon combat du progressisme. En revanche, en 68, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que c'était pas le cas, dans le sens où c'était peut-être une démocratie un peu trop naïvement démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de pouvoir médiatique qui voulait insuffler des idées parmi la jeunesse, et pourtant la jeunesse c'était à la mode d'être 68ard. C'est-à-dire que malgré une absence de soutien médiatique, c'était cool et ils ont eu une opinion publique plutôt favorable. Alors, comment l'expliquer eux, ce qu'ils ont réussi à faire, et ce qui est impossible aujourd'hui est verrouillé? Ils n'avaient pas une opinion publique qui était totalement hostile. Alors certes, il y avait le RTF, il y avait un appareil d'État médiatique, mais rappelez-vous, je n'ai pas les chiffres en tête, mais salut les copains, ça doit être un million d'exemplaires. C'est Europe numéro 1 qui retransmet les événements en direct, avec beaucoup de complaisance. Le pouvoir médiatique n'était pas aussi monolithique. Quand Philippe Aki fait son concert à la République, où on casse un peu tout, début des années 60, il y a 100 ou 200 000 jeunes. C'est porté par une lame de fond. Donc je me répète, je ne vais pas répéter là-dessus. Il n'y a pas une totale hostilité du pouvoir. Et même au début, me semble-t-il. Alors après, il y a une séparation, parce qu'en effet, il y a les stations essence, il n'y a plus d'essence, etc. Cela étant, pour l'anecdote, dès que les pleins d'essence sont faits, et c'est là où le pouvoir s'est rendu compte que c'était la manifestation, la commune étudiante n'irait pas très loin. Dès que les stations essence étaient pleines, tous les fils de la bourgeoisie sont partis à la campagne. Le premier week-end, qui doit être à la fin du mois de mai. Donc c'est là où, mais je m'éloigne du sujet. Vous évoquiez sur le... Mais oui, le pouvoir, il ne faut pas se méprendre là aussi. C'est comme pour le... On a le sentiment, quand on écoute parfois là, que, je veux dire, nos anciens ne faisaient pas l'amour, qu'on ne flirtait pas. On est devenus fous, quoi. Est-ce qu'on a lu un roman sur le 19e siècle pour savoir... On parle d'avortement, vous savez qu'en France, dans la paysannerie, le décrochage démographique de la France, c'est le dernier tiers du 18e siècle. Dans les familles paysannes, les femmes faisaient, je ne sais pas par quels moyens, mais des méthodes de contraception, déjà. Donc arrêtons de penser qu'on flirte que depuis 68. Enfin, on faisait l'amour avant, quoi. Je veux dire, il y avait des jeunes étaient... c'est qu'on a... C'était pas pour vous, c'était pour... C'était votre... À un moment donné, on se dit, on passe pas du jour de la nuit au jour, quoi. Il faut lisez les témoignages, c'est dans les bals de village, dans les flirts, etc. Après, et songez, c'est l'objection de beaucoup de femmes qui font des critiques du féminisme, c'est que certes, la fille qui avait un enfant fait par on ne savait pas trop qui, son statut était pas enviable. Ça c'est moins qu'on puisse dire. Mais elle vous rétorque toujours, est-ce qu'on s'intéresse au sort des femmes seules dans les quartiers populaires aujourd'hui ? Il faut s'intéresser aussi à ce que c'est la même chose, au fond. À peu de choses près, c'est la même chose. Sinon, qu'il n'y a pas l'infamie. Il n'y a pas l'infamie symbolique de la communauté. Donc, je m'éloigne, pardon. Ouais. Mais juste, après, je reviendrai à ta question. Par rapport à ça, je pense que je pense à, quand tu dis ça, justement, à un auteur qui est très important et que l'on ne dit plus trop d'ailleurs. C'est Philippe Ariès. Ouais, sur la famille. Sur la famille, l'enfance. Sur l'enfance, le statut de l'enfant. Et c'est vrai qu'il y a eu... Il ne faut pas croire que les structures familiales ont toujours été vraiment sclérosées, enfermées sur un modèle, et qu'il y avait plein de possibilités dans les communautés justement rurales d'intégrer justement les enfants illégitimes. Il y a eu aussi des tentatives de régulation des naissances. Oui, ça c'est un fait qui est important dans tout le monde rural, parce que justement le système d'héritage était compliqué à mettre en place, et donc il y avait une tentative de réduire le nombre d'héritiers en pratique. Et donc tout ça, c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser toujours prendre dans les représentations idéologiques, quoi. Et après, par rapport à l'idée comment on fait pour influencer les gens et comment mai 68 a pu avoir ce soutien aussi important, c'est aussi, comme on a essayé d'expliquer, qu'il y a eu une transformation culturelle globale de la société. C'est des phénomènes longs. C'est des phénomènes qui prennent des années, que les acteurs d'ailleurs des fois ne s'aperçoivent pas, jusqu'à ce que ça arrive à une situation révolutionnaire. C'est-à-dire que
tout le basculement aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, justement de la fin de 68, ça devrait nous indiquer comment une société change certaines valeurs et certaines idées redeviennent à la mode, comment on remet en avant certains concepts. Et c'est vrai que par rapport à 68, voilà, c'est quelque chose qui a été très très important et aussi qui est lié à des phénomènes mondiaux, dans le sens que là, pour le coup, je ne sais pas si tu me corrigeras François, mais c'est vrai que par rapport à la culture pop, par exemple, la France a un rôle très réduit ou de copieur. Ouais, marginal. Voilà, marginal, dans le sens que tu vois, les Lignés, c'est la repompe en gros de la pop anglo-saxonne et une mauvaise reprise. Et pareil pour le rock'n'roll, Johnny Hallyday, c'est une mauvaise reprise du blues rock américain. Mais tout ça, c'est de la façon où ça arrive et surtout comment ça peut être perçu par les gens. Comment ils se le réapproprient et comment ils en font à un moment donné, voilà, une mixture qui leur permet d'être réceptif à un événement historique. On a oublié, c'est la thèse de Patrick Buisson dans ses années érotiques, livre génialissime. Alors vous me direz, c'est Buisson, Bousquet fait sa promo, machin, et son faux cul, quoi. C'était le moment. Le bouquin de Buisson, années érotiques, est fascinant. C'est un pavé de 1000 pages, et c'est une histoire de l'occupation à travers le prisme sexuel, quoi. Et la thèse de Buisson, c'est qu'elle nous induit un peu en erreur dans la perception des sociétés en fait en noir et blanc. Ça veut dire que je me contredis un tout petit peu, mais c'est qu'il y a eu un reflux, en réalité, c'est ce que dit Buisson en 1944. En 1944, le pouvoir masculin a repris ses droits. À travers entre autres les communistes et les gaullistes, mais surtout les communistes. Le phénomène des femmes tondues est très intéressant parce que c'est la soumission par le masculin du corps féminin. Et on a châtié la femme par où on a dit qu'elle avait péché, ce qu'on a appelé la collaboration horizontale. Mais dans l'entre-deux-guerres, il y avait beaucoup plus d'émancipation que de ces années 44 à 68, qui ont été une espèce de, peut-être c'est la thèse de Buisson, un revival d'une société patriarcale assez ancienne, très politisée, donc PCF gaulliste, qui tenait le haut du crachoir, c'est ce que dit Buisson, quoi. Mais que ce mouvement de libération, mais qui n'est pas un mouvement de libération de la femme, ou de la femme, mais pas seulement, puisque c'est la libération des jeunes, du fils à l'égard de la figure du père totémique et très lourd. Et il l'a été, il faut faire le procès des pères, de nos pères, et pas du père symbolique. Mais il l'a été puisqu'il a conduit 1,5 million, des millions de gens dans les tranchées à s'entretuer au final pour rien, quoi. Sinon nous autodétruire. Donc il faut le faire, ce procès, et on l'a fait en partie dans l'entre-deux-guerres. Mais il y a eu un point mort des années 44, où vraiment, je vous recommande, le bouquin est fascinant de Buisson, sur la manière dont on va châtier à la fois les homosexuels et les femmes, parce que toutes les sociétés qui s'effondrent voient leurs mœurs, leurs normes s'effondrer. Et en 39-40, l'ordre s'est effondré. Alors on a une vision tronquée par le familialisme de Vichy. On s'imagine que c'est travail, famille, patrie, donc on nous dit que, en effet, c'est des bigots et qui font jamais l'amour. Non, c'est pas ça. Ça, c'est officiellement, c'est ça. Mais derrière, Hitler appelait Paris, je ne suis pas germanophone, mais il appelait Paris le bordel de l'Europe. C'était la formule allemande, parce qu'il y avait que des bars homosexuels, il y avait des femmes de petites vertus. Et c'est ça qui a été châtié en 1944 par les communistes. Après, je pense que c'est lié aussi, bon, là on s'éloigne du sujet, mais les leçons, comment dire, oublie aussi quelque chose, c'est le traumatisme de 40, dans le sens que justement il y a un retour viril aussi parce que tu as eu un effondrement qui a été total, justement qui a permis de la virilité, de la virilité, dans le sens que la virilité française est écrasée en 40, c'est-à-dire que l'exode, la défaite, c'est quand même l'armée française qui devait être une des meilleures. L'homme a failli. Et elle s'est effondrée alors que celle de 14 n'avait pas failli. Et c'est vrai que toute la libération des mœurs que tu avais dans les années 20 et 30, à ce moment-là, elle était remise en cause. Parce que justement, elle est accusée, et justement pour ceux qui avaient mené la résistance, qui avaient été les acteurs, comme on disait, la figure vraiment de l'homme acteur de l'histoire, on remettait en cause la faiblesse de la société qui avait engendrée. Et c'est vrai que. Exact, ouais. Puisqu'on parle, mais t'as raison. Oui, mais disons que je pense que c'est au-delà même de la vengeance d'après coup, il y a cette idée-là aussi. Et après, je pense que aussi c'était la figure masculine, c'est la figure masculine qui va s'auto-justifier par rapport à la défaite qu'elle a. Une nouvelle figure masculine qui essaie de s'imposer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Il y avait une question, je sais. Deux dernières questions. Monsieur. 3 dernières questions. Bon, je pense que l'un des problèmes de 68, en fin de compte, c'est que les revendications, en fin de compte, sociales et
sociétales n'ont pas été subordonnées à des principes supérieurs. C'est-à-dire que les gonzes, ils n'avaient pas lu Chevaucher le tigre de Nicolas. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Moi, je le vois en tant que ouvrier. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai été éboueur et déménageur toute ma vie. Je peux vous dire qu'en fin de compte, que ce soit dans les syndicats ou sur les chantiers, pour essayer d'expliquer qu'en fin de compte, l'ouvrier n'est pas simplement un désirant, c'est-à-dire que tout ce qui est du domaine du pécunier, de gagner plus d'argent, ou alors en fin de compte avoir de façon anecdotique dans l'entreprise, développer des acquis sociétaux, c'est vraiment très anecdotique, c'est surtout en fin de compte de l'argent, mais que surtout ce qu'on demande en tant que gain, dans certains cas, peut être subordonné à des principes supérieurs. Et c'est le lien moi, que je fais ce soir en fin de compte, en la rencontre entre des gens justement de l'élément et de rébellion. C'est le fameux partage. Qu'est-ce qu'on fait en fin de compte pour concilier en fin de compte le monde du travail et ce que Evola appelait une aristocratie, pas dans le sens classique du terme, mais en fin de compte dans le sens de la population, faire en fin de compte créer une société organique. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que moi je peux vous le dire en tant qu'ouvrier, c'est très difficile, Donc ma question c'est comment faire du lien en fin de compte. Alors là, ouais. C'est la question du lien. Là, moi je suis dans l'incapacité. Je pourrais aller dans le sens de monsieur. Ce qui est important de voir, c'est comment le système a pu récupérer 68 pour en faire ce qui est devenu aujourd'hui une société complètement individualiste, complètement inféodée à l'argent, sans aucune valeur fondamentale. C'est ça qui est important. Moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas. Moi, j'ai. D'identité. Moi, je le vois j'ai été viré de la CGT, mais quand on est à la CGT, qu'on commence à parler d'identité. Non, mais ouais, vous savez, on est dans tous les milieux. Je veux dire, moi, dans la presse, tout est barré, puisque ce dont je parle c'est pas audible. Donc, soit c'est un extraterrestre, soit un dangereux, déviant, fasciste ou fascisant, quoi. Mais moi je crains, alors je fais valoir un point de vue peut-être un peu, il n'est pas sombre, hein, puisque c'est toujours le Gramsci, pessimisme, la dialectique du pessimisme et de l'optimisme, donc optimisme de la volonté et pessimisme de l'intelligence, l'intelligence sans prétention, le pessimisme du constat. Moi je pense qu'il faut aller au bout du processus de décomposition. Il faut alors peut-être que ce qu'on peut faire, je parle pour élément, et encore, je parle pas pour élément, puisque il y a Pascal, le patron de la rédaction, ferait valoir un point de vue moins sombre que le mien, hein, il est moins négatif que le mien, ouais. Mais moi, Pascal et d'autres, hein, dans la rédaction, les partager, et je crois qu'il faut qu'on aille au terme de cette maladie du nihilisme qui nous rend impuissants. Et je veux pas simplement, en disant cela, alors après je cède à Alexandre la parole, j'ai fait partie des gens qui ont été, on a pété un peu plus haut que notre cul avant les élections de 2017. Hein. Donc il m'arrivait de dire dans des interventions que le combat culturel était en passe d'être gagné. Quoi. La preuve en est, c'est que tel ou tel auteur faisait d'énormes succès de librairie, que nous, à notre niveau de revue, on touchait une audience beaucoup plus large. Hein. Or, de fait, la rente culturelle, et donc en l'occurrence le monopole sur la culture, le monopole sur l'institution, le monopole sur l'éducation nationale, sur les médias, etc., est totalement verrouillé par le gauchisme. Hein, donc il faudra attendre. En tout cas, dans la presse, c'est ça. Je veux dire, et quand je parle à des enseignants, c'est ça. Donc tu veux faire un mot de conclusion? Ouais, moi je veux faire un mot de conclusion dans le sens que moi j'ai la même devise que toi de Gramsci. je suis tout à fait sur ça, mais bon, je suis quand même sur comment dire. Sans être naïf, je suis plus optimiste. C'est-à-dire que je pense que quand même il y a un moment historique qui est quand même sans précédent, qu'il y a une ouverture, un créneau qui est certes réduit, mais qui est là, et qui a justement avec une refonte entièrement du système en face de nous, on se trouve devant une situation qui nous permet peut-être de proposer autre chose. Et si proposer autre chose, justement, c'est à nous de l'inventer, et c'est nous d'être créatifs et d'être combatifs pour l'imposer. Donc cette question-là, justement, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est toute l'idée qu'il y a à l'heure actuelle une France rebelle qui ne demande qu'à s'exprimer et qui ne demande surtout qu'à s'organiser et à peser. Et je pense que justement le travail
notre modeste travail, c'est d'essayer de faire en sorte, c'est pas d'essayer de faire vendre des livres ou de faire le succès de quelques auteurs, c'est de faire vraiment une proposition d'alternative concrète. Et cette proposition, c'est pas des têtes de gondole justement les meilleures ventes du mois qui vont nous l'apporter, c'est plutôt des gens à des niveaux très locaux, comme ici ce soir, qui se réunissent et qui arrivent à proposer un débat ouvert et intéressant sur quelque chose, mais aussi qui va peut-être produire autre chose ensuite. Voilà. Non, mais je te souhaite. Oh, c'était beau. Merci. Et en tout cas, je vous remercie justement d'être venus si nombreux, souvent de loin pour l'occasion. Et merci beaucoup à vous tous, François. Merci, et moi.